Oh, salam alaikum, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver ce soir pour cette chronique hebdomadaire avec notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que nous aurons un bon échange. Très très bien, merci Monsieur Cohen. Alors les amis, comme d'habitude, c'est un rituel, je vous le répète, n'hésitez pas à partager un maximum. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous, bien sûr, en restant sur le sujet, la thématique. Et pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous avez le petit bandeau en bas. Monsieur Cohen, on va partir sur l'actualité. Et donc, on avait titré le live Perspective d'avenir pour Gaza. Et en l'occurrence, il y a ce fameux conseil de paix qui a vu le jour. Je vous laisse développer sur cette question et on en parlera tout à l'heure. Voilà. Tout à fait. Alors, moi d'abord, je voudrais faire une remarque préliminaire. Moi, j'aime bien Trump, c'est-à-dire, bon, d'abord, il innove. Euh, Trump, il n'est pas passé par la filière habituelle pour devenir président. Je ne sais pas, imaginez en France, c'est comme si un PDG d'une société privée se lancer dans la course à la présidentielle et gagne. Trump n'a jamais été ni sénateur, ni membre du Congrès, ni gouverneur. Par exemple, Clinton était gouverneur. Bush, père et fils, étaient sénateurs, etc. Enfin, je veux dire, en général, on suit une filière. On s'installe au Congrès, au poste de gouverneur. Trump n'a jamais fait de politique, n'a jamais été élu, n'a jamais eu, par exemple, procureur. Les procureurs sont élus. Et donc en fait, Trump était dans le privé, était dans le business, et même dans la télé-réalité. Il faisait une émission très célèbre qui s'appelait une espèce, enfin c'est-à-dire il recevait des candidats et s'ils ne passaient pas les trucs, ça s'appelait ou dégage. Voilà, tu passes ou tu dégages, voilà. Et puis il avait acheté, vous savez, comme aux États-Unis, on peut posséder une équipe de foot, ici aussi d'ailleurs. Mais là-bas, bon, on peut posséder une équipe de foot, mais on peut acheter comment dire, des concours de beauté, par exemple. Et donc, il en profitait. En fait, c'était ça, Trump. Trump, c'était un roublard, un malin, qui avait un avocat qui s'appelait Cohen, Cohen, enfin sans le E. Il y a eu un très bon film d'ailleurs sur Trump, qui est passé il y a un an ou deux, une espèce de biopic. Et donc, c'est un personnage qui ne joue pas. C'est pour ça qu'il est si différent des autres. Et il est imprévisible et il a toujours cette vision euh, du, comment dire, de l'intérêt économique, financier immédiat. Et puis, il ne sait pas mentir. Il sait pas. Il doit mentir, c'est évident. Mais il ne se cache pas. C'est par exemple, Obama a bombardé la Libye, bon, pour des raisons que vous connaissez. Bush a détruit l'Irak pour des bonnes raisons que vous connaissez, etc. Bon. Donc, on défend la démocratie, on invente euh, des armes de destruction massive qui n'existent pas. Enfin, en tout cas, on cherche à sauvegarder les apparences. Avec Trump, c'est pas ça, voilà. Bon, ça fait partie de son caractère, ça fait partie aussi du personnage qui était dans le business. Et dans le business assez, je veux dire, c'est marche ou crève, voilà. Et donc, et ça se voit, ça se voit dans sa vision. Je veux dire, aucun gouvernement américain auparavant n'aurait imaginé transformer Gaza en espèce de Miami Beach. Enfin, pour ceux qui ont une idée de ce que c'est Miami Beach,
Vous savez, bon, j'ai fait la route 2 fois de Montréal à Miami. Et en fait, c'était en hiver et on arrive en Floride, évidemment, c'est le soleil. Et en fait, c'est presque sur 20 ou 30 kilomètres à l'époque. Hein, bon, je parle des années 70, que ça doit être aujourd'hui, mais bon. C'est une succession d'hôtels de luxe, d'appartements, des, euh, aux États-Unis, on appelle ça les condoms, c'est les condominiums, c'est-à-dire des appartements qu'on achète et qu'on loue ou bien qu'on occupe une semaine par an ou un mois, etc. Ou des copropriétés un peu particulières, voilà. Et donc lui, c'était l'idée, enfin, vous vous souvenez, au début, il y a un an, ça paraissait complètement hallucinant, cette idée de transformer Gaza en Miami Beach. Voilà, si vous voulez, ça paraissait totalement irréaliste. Et apparemment, il va le réaliser parce que, bon, d'abord, c'est quelqu'un qui a les moyens, c'est-à-dire, il est à la tête d'un pays qui a les moyens, qui peut faire pression pour obtenir ces moyens. Et en même temps, il a cette vision. Je vous rappelle, entre parenthèses, que la fortune de Trump, en un an de présidence, la fortune personnelle de Trump, lui et sa famille, a augmenté de 1,5 milliard de dollars en un an. D'accord? Bon, donc, ça veut dire que les décisions économiques qu'il prend, il y a certains qui en profitent. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, ils peuvent spéculer sur le pétrole, sur l'or, sur des tas de choses. Si on a, vous connaissez le délit d'initié, c'est pénalement répréhensible parce que si on sait, par exemple, le propriétaire des 2 tours qui sont tombées, qui ont été dynamitées par les terroristes islamistes, je le dis en rigolant évidemment, le propriétaire, qui était un bon juif américain, il a eu l'idée géniale, on ne sait pas qui lui a donné cette idée géniale, d'assurer les 2 tours contre l'attentat terroriste. Évidemment, parce que les attentats terroristes, c'est toutes les semaines à New York. Et il les a assurés pour 4 milliards de dollars. Et coup de chance, ou malchance, les 2 tours sont tombés et il a empoché 4 milliards de dollars. Donc en fait, c'est une mentalité évidemment nord-américaine, une mentalité yankee, qui est poussée aux extrêmes. C'est le business à tout va. Enfin bon, c'est connu. Voilà, bon. Et donc, c'est dans cette perspective, je fais ce rappel juste pour dire que ce qui va se passer à Gaza, ou la transformation qui va se faire à Gaza, n'est pas quelque chose, n'est pas. Ça peut nous paraître, ça nous a paru, moi aussi, une lubie, mais en fait, quand on creuse un peu la mentalité yankee et le personnage qu'est Trump, évidemment, c'est pas Biden qui l'aurait fait. Bon, Biden, en fait, c'est un petit joueur, Biden, parce que son fils, il l'a mis dans une société en Ukraine, il a grappillé quelques millions. Bon, je veux dire, c'est pas. Voilà, bon, c'est un petit joueur, parce que c'est un politicien chevronné. Mais Trump est un requin de la finance. Voilà. Si, c'est dommage, le film, j'aurais dû faire un peu de pub. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il est passé il y a à peu près 2 ans sur la montée en puissance de Trump aux États-Unis. Bon. Et donc, la première idée qu'il a eue, enfin bon, en tout cas quand il y a eu la destruction de Gaza, c'est de s'approprier cette bande et d'en faire une espèce de Disneyland sur 20 kilomètres
ça paraissait complètement fou, mais aujourd'hui, bon, il a mis un conseil de la paix ou un conseil de paix. Il y a déjà une douzaine, une quinzaine d'États qui versent 1 milliard de dollars pour en faire partie. Alors, en ce moment, il y a le Maroc, le Pakistan, la Biélorussie. Je ne sais pas ce qu'elle fait là-dedans. Je ne sais plus, enfin bon. Les Européens ne veulent pas y aller. Les Européens, ils ont des scrupules de vierges effarouchées. Voilà. Du genre, nous avons des principes. En fait, ils n'ont rien du tout. Ils sont complètement à la ramasse parce qu'ils voient que tout leur échappe. Ils sont complètement. Oui, merci. Ils sont complètement à la ramasse. Ils ne savent plus quoi faire. L'Ukraine, ils savent qu'ils perdent des dizaines de milliards, mais en pure perte. Parce que, bon, sans les Américains, même avec les Américains, ils vont perdre, mais sans les Américains, ils vont perdre plus vite. Et avec l'affaire de Groenland, ils prennent des positions de principe du style on ne veut pas participer. Mais bon, mais c'est pas ça qui va arrêter Trump. Donc en fait, il y aura un conseil de paix, c'est-à-dire une espèce de conseil d'administration qui sera dirigé, alors il paraît qu'il sera dirigé à vie par Trump. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même quand il ne sera plus président, il en sera président. Enfin, il sera président du Conseil de paix. Bon, il s'appelle Conseil de paix. Bon, en fait, vous savez, c'est un peu le langage, enfin, pour ceux qui ont lu 1984, il y a tout un, bon, il y a tout un langage, ça, mais en fait, c'est une espèce de conseil d'administration et qui va extraire l'administration de Gaza, parce qu'en principe, Gaza doit relever de l'ONU, c'est-à-dire seule une autorité internationale comme l'ONU peut décider de l'avenir de Gaza. L'ONU a été créée pour ça. Mais Trump a dit, ce qui est vrai d'ailleurs, mais enfin, l'ONU aurait été incapable de trouver une solution. C'est vrai que sur la Palestine, sur des tas de problèmes, l'ONU adopte des résolutions, mais qui ne mènent à rien. Donc, mais l'ONU est impuissante. Pourquoi? Parce que les États qui la composent, ou les États qui ont les moyens de faire appliquer les décisions de l'ONU, ne font rien. Parce que ce n'est pas leur intérêt, ou bien ils s'opposent, etc. En fait, l'ONU, c'est quand on dit l'ONU est inefficace ou ne sert à rien, c'est parce que les États qui la composent et qui ont les moyens de faire le nécessaire, de faire la police, ne le font pas. Voilà. Par exemple, l'ONU aurait pu, enfin, les États qui composent l'ONU, enfin, qui ont le droit de veto, etc., ils auraient pu forcer Israël à accepter, dès 1967, une solution de partage. Ça aurait été tout à fait faisable et De Gaulle l'avait dit en novembre 1967. Et donc, alors, je ne sais pas comment il a eu cette idée, Trump, mais en tout cas, il a vu c'est un territoire magnifique. Ça veut dire, vous avez 20 kilomètres au bord de la mer, au sud d'Israël et au nord de l'Égypte. Donc, c'est une zone quasiment ensoleillée à 320 jours par an, avec des plages extraordinaires. Et surtout, cerise sur le gâteau, des réserves de gaz et de pétrole au large. Et la première idée qui est venue dans la tête de Trump, c'est on va prendre cet État et on va le transformer à notre avantage. Et c'est ce qu'il va faire. Et je ne vois pas ce qui pourrait l'en empêcher. C'est-à-dire, bon,
la Chine et l'Inde n'ont aucun moyen d'intervenir. Et puis après tout, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, ils ne font pas la loi dans le monde. Ils n'ont pas cette propension à imposer leur volonté dans le monde. Donc, Conseil de paix, c'est comment dire, c'est une concession de Trump à l'entourloupe, parce que c'est une entourloupe diplomatique, c'est-à-dire la prise de possession de Gaza. Au lieu de dire conseil d'administration, il appelle conseil de paix, parce qu'ils sont supposés apporter la paix. Bon. Ils sont supposés, en fait, bien sûr, du moment que ce sont les États-Unis qui vont diriger, même indirectement, Gaza, parce qu'en fait, ils ont installé, il y a le Conseil de paix, mais le Conseil de paix donne les directives. Voilà. Évidemment, tous les pays qui sont là vont obéir aux États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a le Maroc, le Pakistan, enfin en tout cas des pays qui n'ont aucun intérêt ni aucune velléité de s'opposer au diktat de Trump. Donc, ce qui va se passer, c'est que, bon, on reconstruira peut-être des abris de fortune pour les Palestiniens qui resteront. Et puis après, petit à petit, on prendra le gros du terrain et on commencera à construire des grands hôtels, des terrains de golf, toutes sortes de choses. Voilà, on va transformer ça. Quand avoir un terrain comme ça, c'est quasiment, c'est fantastique d'un point de vue de la ressource. On peut construire un port en eau profonde, donc il y a le gaz, et il y aura, il a eu, bon, ça aussi, il y a un conseil exécutif, c'est-à-dire dirigé par un Palestinien. Bon, ça, c'est pour faire passer la pilule. Mais c'est un Palestinien qui était ministre de l'autorité palestinienne. Donc, on peut compter sur lui pour ne pas faire d'ombre ni s'opposer à la volonté de Trump ou de Tel Aviv. Voilà. De toute façon, je ne vois aucun. Israël fait partie du Conseil de paix. Alors, ce qui était drôle, c'est que Poutine a demandé à en faire partie si on veut bien le milliard de dollars, il veut bien les payer, mais qu'ils soient pris des 100 ou 200 milliards qui ont été gelés. Enfin bon. Et donc, à ce moment-là, évidemment, le Hamas, il va se trouver dans une situation délicate et difficile. Parce que, le Hamas se bat contre Israël. Très bien. Mais est-ce qu'il va se battre du moment que les Israéliens se sont retirés? Je vous rappelle quand même que les Israéliens ont pris 50% de la bande de Gaza, déjà, pour eux. C'est-à-dire, si vous regardez la bande de Gaza, ils ont pris une bande de 2 à 3 ou 4 kilomètres, ou 5, je ne sais plus, ça dépend des zones, de toute la bande de Gaza, qui est à côté de leurs frontières. Donc, ils ont diminué la bande de Gaza, enfin le terrain de la bande de Gaza, à peu près de 50%. Donc, eux sont déjà accaparés que 50%. Mais ce qui reste, c'est quand même déjà pas mal. Et donc, que va faire le Hamas? Alors, le Hamas, il a dit cette semaine qu'il pourrait désarmer s'il obtenait la garantie, d'une existence politique, c'est-à-dire qu'on lui reconnaissait, si on lui reconnaissait une existence, une légitimité
une représentation légitime politique sur la scène internationale et sur la scène locale. Bon, de toutes les façons, je vois mal le Hamas mener des actions armées, puisque les forces israéliennes seront loin du centre d'opération. Je vois mal le Hamas s'acharner contre des forces qataris, turques, du Pakistan, qui viendraient maintenir l'ordre, sous les ordres encore du Conseil de paix. Ça veut dire qu'il y a un Conseil de paix, il y a un comité exécutif à la tête duquel se trouve un Palestinien. C'est un Palestinien, c'est une marionnette. Hein. Vous savez, comme Mahmoud Abbas, au style de Mahmoud Abbas. Mais ça fait bien. Voilà, on a mis un Palestinien. Alors bon, du style, il va nous rapprocher de l'État palestinien. Bon, on peut toujours rêver. Hein. Enfin bon, ça, de toute façon, les Palestiniens, ils rêvent depuis pas mal de temps. Entre parenthèses, ça me donne, je termine ici, je vais attendre les questions, mais entre parenthèses, j'aimerais dire 2 mots sur les Kurdes. Les Kurdes, c'est un peuple pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple qui n'a jamais fait de mal à personne, qui est partagé entre 4 pays, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, et qui s'est fait bananer, j'aurais voulu utiliser un autre terme, mais la décence me l'interdit, qui s'est fait manipuler depuis un siècle. C'est-à-dire, pourquoi le peuple kurde ne mériterait pas d'avoir un État à eux, c'est-à-dire un État où on parlerait kurde, avec les traditions kurdes, et les grandes puissances, c'est là où on voit qu'il ne faut jamais faire confiance aux grandes puissances. Les grandes puissances à l'issue de la Première Guerre mondiale, donc c'était la Grande-Bretagne, elle avait tout gagné en 1918, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Ils ont chassé les Turcs de tout le Moyen-Orient. Et la Grande-Bretagne était le grand vainqueur. Bon. Et pour avoir l'appui, le peuple kurde, vous savez, imaginez le peuple kurde, il est sur une bonne partie de la Turquie, une bonne partie de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie. C'est un pays qui aurait pu, enfin vraiment, il aurait pu avoir des capacités, d'autant plus que le peuple kurde est un peuple instruit, il a montré pendant un siècle, il a montré qu'il était capable d'organisation, de valeurs combattantes, etc. Et on leur a promis un État si ils aidaient les Britanniques à chasser les Turcs, l'Empire ottoman. Voilà. Et malheureusement, ils ont fait confiance. Et donc, récemment, là, cette semaine, les Kurdes qui ont combattu le régime d'Assad et qui ont combattu Daesh pour les beaux yeux des Américains. Cette semaine, avec l'appui des Américains, le feu vert des Américains, des Turcs, ont donné le feu vert aux Syriens pour les écraser au nord de la Syrie. Voilà. Et ils pleurent, enfin, parce que bon, c'est une énième trahison. Ils ont été trahis par les Iraniens, par les Irakiens. Enfin bon, je ne veux pas refaire l'histoire, mais pour ceux qui aiment un peu l'histoire, en 1975, à l'époque, il y avait le Shah d'Iran. Et le Shah d'Iran utilisait les Kurdes pour combattre le régime de Saddam Hussein. Et pour ceux qui suivaient la politique à l'époque, c'était une donnée quasiment essentielle de la politique du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Et du jour au lendemain, on a appris que le Shah d'Iran et Saddam Hussein ont signé un traité et tout de suite, les Kurdes qui se battaient pour les Iraniens ont été désarmés
et emprisonnés. Voilà, ça c'est, comment dire, c'est ça la politique internationale. Et malheureusement, et je pense que les Palestiniens auraient dû en tirer la leçon et ne pas faire confiance aux belles paroles. Euh, voilà. Donc, si vous avez des questions sur le Gaza ou le reste, je suis à votre disposition. Alors, Monsieur Cohen, moi j'aurais déjà une question, ce conseil de paix, est-ce qu'il découle de la résolution 2803? Alors, il n'a rien à voir avec l'ONU. Voilà. Non, C'est-à-dire, non, 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 ma question ah, c'est pas, c'est pas, est-ce qu'il y a est-ce qu'il a un lien oui, avec l'ONU? Non, ma question c'est est-ce qu'il découle de cette résolution qui a été adoptée, il me semble que c'était au mois de novembre 2025, la 2803, concernant un plan de paix pour la Palestine, non, pour la non, bande non, de non, Gaza. non, non. Ça, c'est, comment dire, c'est une façon d'ailleurs, il a dit, Trump, il a dit de toute façon, l'ONU, sur sur ce problème et sur d'autres d'ailleurs, l'ONU, on n'arrivera à rien. Voilà. Et donc, il contourne l'ONU. Il crée sa propre organisation internationale, sa propre organisation. Et donc, elle est en dehors de l'ONU, n'a rien à voir avec l'ONU, et c'est lui qui dicte, enfin, c'est le Conseil, mais en fait, c'est l'Amérique qui va dicter les orientations de ce Conseil de paix. Et voilà, donc en fait, ça n'a rien à voir avec les résolutions précédentes. Les résolutions de l'ONU jusqu'à présent associaient Gaza au territoire, à la Cisjordanie. Ça veut dire faisait de Gaza et de la Cisjordanie un territoire commun qui aurait dû euh, être déclaré indépendant, mais ensemble. Et d'ailleurs, dans les accords d'Oslo, euh, il est précisé que la Cisjordanie et Gaza font partie d'un ensemble. Et à l'époque, on avait même prévu qu'il y aurait une voie de chemin de fer entre la Cisjordanie et Gaza pour relier les deux parties de ce qui aurait pu devenir la Palestine. Donc en fait, là, ce qui se passe avec le plan de Trump, c'est qu'on sort complètement euh, du droit international et de tout cadre onusien. Voilà. C'est-à-dire que ce conseil de paix se substitue à l'ONU. Voilà. C'est-à-dire ce conseil n'a rien à voir avec l'ONU, c'est lui qui décide. Je ne Oui, sais pas si. j'avais bien compris. Si, si, j'ai bien compris, mais voilà, j'ai eu ma Oui, réponse concernant la 2803. Mais d'accord. dans ce conseil aussi, d'après ce que j'ai lu, il ne s'agit pas que d'un conseil de paix pour la Palestine. C'est bien sûr pour une paix dans le monde. Ah, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le Euh, vois comme. Alors, comme vous le voyez pas comme ça, mais je pense que c'est ce qui est dit dans la charte de ce conseil. ah, peut-être, oui. Bon, ça m'a échappé. Il faudrait que je. euh, En tout cas, pour le moment, ce conseil, il s'occupe de Gaza. Enfin, à ma connaissance, Alors, effectivement, il c'est n'a pas. certainement une priorité, mais Voilà. c'est aussi un conseil de paix dans les différentes régions où il y aurait des conflits. Bon, c'est bien possible, mais je pense qu'ils ont pas mal à faire avec Gaza. Bon, à mon avis, s'ils disent d'autres conflits, c'est juste pour faire passer la pilule, hein, parce que je les vois mal. Enfin bon, peut-être ils s'occuperont, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. Mais, mais en tout cas, D'accord. je pense qu'il y a enfin, l'urgence, en tout cas, ou la nécessité, c'est quand même, malgré tout, bon, peut-être ça peut apporter à la population de Gaza, comment dire, une certaine, enfin, petite une stabilité relative. La semaine prochaine, il y a
comment dire, le passage de Rafah va s'ouvrir entre l'Égypte et Gaza. Donc, il pourrait y avoir de l'entrée de matières premières, de nourriture, etc. Donc, il y aura une relative normalisation. Bien sûr, c'est pas, mais une relative normalisation de la bande de Gaza, c'est-à-dire l'entrée des médicaments, des médecins, un début de réhabilitation des logements, etc. Donc, en fait, je pense quand même que pour les Gazaouis, bon, c'est un moindre mal, voilà ce qui va se passer. Voilà. D'accord. Monsieur Cohen, est-ce que c'est une fierté aujourd'hui d'être membre de ce Conseil de paix et à quel prix surtout? Parce que quand Trump demande une entrée à 1 milliard, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Non, ce sont des pays qui ont envie de faire plaisir à l'Amérique. C'est-à-dire, voilà, en fait, je n'ai pas la liste en tête malheureusement, mais si quelqu'un peut trouver la liste pendant que nous parlons, mais par exemple, quand le Maroc décide, d'ailleurs, il était là à la signature à Davos, le ministre des Affaires étrangères marocain, il était assis à côté de Trump. Et donc, pour le Maroc, je veux dire, c'est un acte de coopération, de soumission, d'acceptation. Donc, les pays d'ailleurs, c'est pour ça, pourquoi les pays européens n'ont pas encore accepté, je dis non pas encore, parce que peut-être qu'ils y viendront, parce qu'ils en veulent à Trump de les humilier avec le Groenland, etc. Donc en fait, la participation à ce Conseil de paix, c'est juste une manière de dire à Trump, je suis avec toi, voilà, soyez sympa avec nous et tout. Voilà, en fait, c'est un acte pour moi, c'est un acte de soumission politique vis-à-vis de l'Amérique. Voilà. Alors aujourd'hui, il me semble qu'il y a 22 pays qui ont accepté sur 60 qui ont été invités. Mhm. Alors bon, il y a, comme vous l'avez cité, le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Pakistan, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, l'Indonésie. Donc, euh, tous les le, pays, voilà. tous les pays qui jusqu'à présent ont montré un esprit de collaboration, pour ne pas dire de soumission, vis-à-vis de l'Amérique. Voilà. Et ce sont des pays qui ne voudraient à aucun prix faire de la peine à Trump, parce qu'ils connaissent la colère de Trump et de l'Amérique, et donc ils préfèrent participer. Voilà. Et pour ceux qui refusent donc d'y entrer, d'y intégrer, Eh ben, par exemple, vous savez, la France et l'Allemagne avaient dit, l'Italie aussi. ont refusé, et Trump les a menacés de 200% d'augmentation des tarifs douaniers. Alors, est-ce qu'il va mettre ça en application? Je ne sais pas. Ça veut dire que c'est la carotte et le bâton. Voilà. Euh, Tu participes à mon conseil de paix et tu payes 1 milliard et tu es un mec bien. Mais sinon, Trump les a menacés d'augmenter. Trump a menacé la France d'augmenter de 200% les tarifs de douane sur le champagne, le cognac, etc. Voilà. C'était il y a quelques jours à Davos. Est-ce qu'il va l'appliquer ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les pays qui refusent sont, c'est-à-dire pour Trump, les pays qui refusent sont dans une attitude agressive vis-à-vis de l'Amérique. Et donc, ils peuvent être punis. Voilà. Macron, je crois qu'il a répondu en disant qu'il allait augmenter de 200% les taxes de douane concernant le champagne français. Je ne sais pas très bien. Non, Vous n'avez pas entendu? non, non. Je pense.
Répétez pour voir. Si Macron aurait répondu en menaçant d'augmenter les taxes de douane de 200% concernant le champagne. Mais il ne peut pas faire ça. Le champagne, Macron n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des droits de douane sur le champagne. Parce que je ne comprends pas très bien. Macron a C'est ce que j'ai intérêt. vu passer comme information. Je vais quand même vérifier, mais Non, les 200%, c'est l'Amérique qui menace le champagne français d'une augmentation de 200%. C'est comme ça que ça marche. Enfin, d'accord. Bon, écoutez, c'est logique. J'ai peut-être mal Non, lu c'est l'article. logique. J'ai pas C'est-à-dire, bien la interprété. France exporte le champagne et pour punir la France, qui ne veut pas participer, Trump a menacé d'augmenter de 200% les droits de douane sur le champagne. Donc, ça empêchera la France, ça rendra difficile l'exportation du champagne vers les États-Unis. D'accord, ok, bah, je l'avais pas vu comme ça. Bah, écoutez, on va voir comment ça va évoluer. Et tout à l'heure, je vous ai partagé l'écran là où il y avait justement Trump qui menaçait donc de commencer sans les pays européens, hein. Je vais vous le remettre là. Donc, le Conseil de paix de Trump commencera avec ou sans les Européens. Donc, Oui, ça a le mérite d'être clair. Et quelque part, bon, comment dirais-je, on sent qu'il y a quand même une volonté de ne pas adhérer à ce Conseil de paix qui paraît un petit peu, je sais pas comment exprimer ça, mais Trump, on a l'impression il veut être l'homme de la situation. Hein. Comment ça va se passer? Parce il est là que jusqu'en 2028, Trump. Ce conseil de paix continuera, perdurera par la suite, selon vous? euh, c'est difficile à dire. D'abord, Trump, il risque de perdre la majorité en 2026. En novembre, il y a des élections de mi-mandat et tous les sondages, enfin, en général, il y a un mouvement de contestation des électeurs, beaucoup d'électeurs républicains qui ont voté, parce que ce qu'on oublie, enfin ce qu'on ne sait pas peut-être en Europe, on ne se rend pas compte à quel point la vie est devenue très chère pour les Américains. Pourquoi? Par exemple, l'Amérique a multiplié, mettons, de 50% les droits de douane sur le café brésilien. Mais qui paye ces droits de douane, en fait? C'est les consommateurs américains. Parce que, OK, euh, le Brésil va vendre plus cher, il va payer, il va exporter, et ça va rendre le café plus cher parce que au lieu de l'acheter, mettons, à 100 dollars la tonne, c'est un exemple comme ça, pris comme ça, il va coûter 200 dollars la tonne. Très bien. Mais ce prix, il va être répercuté sur le consommateur américain. Et le consommateur américain se rend compte, ou par exemple le soja que les paysans ou que les agriculteurs, disons, américains vendaient à la Chine, eh bien, le soja est devenu euh, enfin, bon, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que la Chine a décidé pas pour contrer l'augmentation des droits de douane, de ne pas acheter le soja américain. Et les agriculteurs se retrouvent avec du soja qui ne vendent pas, etc. Bon. Mais, grosso modo, la plupart des produits importés sur lesquels on a augmenté les droits de douane ont eu l'effet d'augmenter les prix de ces marchandises aux États-Unis. Vous voyez, c'est logique. C'est-à-dire, vous mettez un prix X à une marchandise, comme le café du Brésil, par exemple, et vous multipliez par 2 fois X, ou X plus 20%. Eh bien,
c'est qui va, le prix final va se répercuter sur le consommateur. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu la politique américaine, le gros problème aujourd'hui des millions de consommateurs américains, c'est que l'inflation des denrées importées est passée de 10%, 20%, 30%. Et le consommateur américain de base ne se retrouve pas. Donc il y a un mouvement, effectivement, le petit. Et puis après, il y a eu le blocage de la réforme sanitaire. Bon, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Donc en fait, euh, tous ces petits Américains qui ont rêvé d'une Amérique prospère, qui ne fait pas la guerre, qui ne dépense pas des milliards à l'étranger, et qui ont rêvé d'un pays qui va aller se développer, se retrouvent avec une organisation qui lui fait payer cher la plupart des produits importés. Et donc, il y a un mouvement de mécontentement grandissant. Aussi, tous ces dizaines de milliards qui vont à Israël aussi, l'opération Venezuela n'a pas été, l'opération du Groenland n'est pas, est reçue défavorablement par les électeurs américains. Tout ça pour dire que les élections de novembre vont être assez catastrophiques pour Trump, pour le parti de Trump. Conséquence, si la Chambre des représentants et le Sénat, si Trump perd la majorité dans ces deux assemblées, ça va être l'enfer pour lui. C'est-à-dire, toutes les décisions qu'il prend en politique étrangère peuvent être contestées par le Congrès et la Chambre des représentants peut reprendre ses procès en destitution, comme il l'avait fait lors de son premier mandat. Donc, il n'est pas sûr, il est presque, enfin, si la situation continue d'évoluer de cette façon, tout indique que la politique de Trump est très mal reçue par l'électeur américain de base. En tout cas, il y a un pourcentage important. Regardez ce qui se passe en Pennsylvanie, à Minneapolis, etc. Enfin bon. Et donc, il y a une bonne partie de la population qui a voté pour Trump parce qu'elle rêvait d'un pays pacifié, d'un pays qui allait enfin s'occuper de ses propres problèmes, l'éducation, la santé, l'économie, l'inflation, etc. Vous savez, l'Amérique, par certains côtés, c'est un pays du tiers-monde. Bon, on ne va pas développer, mais l'habitat, la santé, les routes, les ponts, etc., enfin, par endroits, etc., on voit, bien sûr, on voit le centre de New York, Californie, etc., mais quand on sort de ces grands centres, parfois c'est tiers-monde. C'est une anecdote pour vous dire à quel point, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, il y avait un groupe de médecins et spécialistes qui avaient dit nous allons consacrer la journée du samedi à des consultations gratuites. Des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'Américains sont venus de 500 kilomètres à la ronde. Pour vous dire à quel point, là-bas, aux États-Unis, il y a des tas de gens, des millions de gens qui ne vont pas voir le médecin parce qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement. Ou qui vivent dans des conditions misérables, enfin, ou dans leur voiture, ou dans des baraques, etc. C'est un pays, par certains côtés, du tiers-monde. Et donc, ils avaient rêvé d'un Trump qui allait s'occuper de leurs problèmes. Vous savez, le slogan Make America Great Again, ils y avaient cru. Mais malheureusement, enfin, en tout cas, c'est un fait. Et donc, si Trump, enfin, a priori, il va perdre ses élections, mais conséquence, il n'aura pas les mains libres pour gouverner comme il veut. Et donc, son conseil de paix, etc., il y a beaucoup de choses qui risquent de tomber à l'eau. Voilà, dès le mois de novembre de cette année. Donc, ça tiendra à quoi, je ne sais pas. Mais
s'il continue comme ça, il perd les élections, je pense que le Conseil de paix, il pourra sauter aussi. Très bien. Et la question du Groenland dans tout ça? Alors, apparemment, enfin, on ne sait pas ce qui se passe, mais apparemment, ils cherchent une solution, disons, pour confier pas mal de choses à l'Amérique sans la souveraineté, voilà, sans l'appropriation. Mais je vous dis ça sous toute réserve, hein. Ça veut dire ce qui se dit, ce qui s'est dit ces dernières 48 heures. Encore une fois, mais on n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas ce qui se passe dans les négociations, etc. Mais il semble qu'ils vont chercher une solution, disons, hypocrite, il faut le dire, hein, c'est-à-dire de confier une bonne partie de l'administration ou des ressources ou du contrôle géographique, etc., à l'Amérique, à Trump, mais en évitant. Mais enfin, c'est la solution vers laquelle on se dirigerait. Voilà, sous toute réserve, hein, je vous dis ça, en suivant un peu les déclarations de ces derniers jours. Voilà. Très bien. Alors, je crois qu'il y avait une question sur le chat. Je vais remonter. Monsieur Cohen, je crois qu'il y avait une question pour vous. Alors, voilà. Bon, pourquoi Monsieur Cohen faites-vous des louanges de ce criminel? Voulez-vous installer dans le cerveau? On ne vous a pas entendu, Wally? Vous m'avez pas entendu? Non, non, il y a eu un Ah, silence. Il y a eu un silence de 2 minutes. ah, autant pour moi, je croyais que vous m'aviez entendu. Je Non? disais, vous m'entendez là? Oui, là, oui. Voilà, il y avait une question pour vous Oui, dans le chat. oui, oui. Et en fait, c'était donc, alors c'est un auditeur qui pense que vous faites les louanges de ce criminel. Voulez-vous installer dans le cerveau des gens comme si c'était normal le projet de ce criminel? Bon, d'abord, il faut comprendre un petit peu le sens de l'humour quand même. Enfin bon, d'une part. Deuxièmement, je décris le personnage tel qu'il est. Voilà. Je n'en fais pas vous savez, pour moi, Obama, il n'est pas meilleur que Trump. D'accord? Voilà, que les choses soient claires. Dans mon esprit, Obama, il est aussi diabolique, aussi machiavélique, aussi criminel que Trump. Voilà. Euh, Clinton, pareil. Bush, pareil. Donc, il n'y a pas. Voilà. Non, j'ai essayé de donner une image de Trump dans sa réalité. Voilà, enfin, c'est tout pour le comprendre. Je l'ai dit peut-être avec un petit sourire, mais vous savez, quand on dirige un pays comme ça, déjà quand on dirige un pays comme la France, bon, en général, on reste très peu honnête. Alors, imaginez quand on dirige l'Empire Yankee. Bon, on n'est pas un saint. Voilà. Donc, je ne crois pas que diriger le pays Yankee, il n'a jamais été dirigé par des saints. Voilà. Il ne sera jamais dirigé par des saints. Donc, mais en même temps, je voulais juste, pas relativiser, je voulais juste donner la spécificité de Trump par rapport aux autres dirigeants. Voilà. Qui est passé par le business. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est un moindre mal, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand je compare les politiques de ceux qui ont. Prenez l'Ukraine, par exemple. Qui nous a mis, qui nous a mis dans ce pétrin de l'Ukraine, de l'OTAN qui avance jusqu'aux frontières, etc. Ben, je suis désolé, ce sont les démocrates. Le Maïdan, c'est Obama quand même. Donc,
En fait, voilà, Trump, ce que j'aimerais dire, c'est que Trump n'est pas pire, et au contraire, enfin bon, mais en tout cas, il n'est pas pire qu'Obama, voilà. Sauf, voilà, je voulais juste replacer, je n'ai pas envie d'en faire le diable en personne. Enfin, il est peut-être le diable, j'en sais rien, mais vous savez, quand on dirige un pays comme l'Amérique, déjà, encore une fois, vous prenez les dirigeants français à notre petite échelle et regardez comment ils agissent. D'accord. Voilà. Donc, alors, imaginez l'Amérique. Mais ce que l'Amérique a fait pendant les 50 dernières années, jusqu'à présent, je regrette de le dire, mais bon, Trump n'a pas fait, ne s'est pas lancé dans ce genre d'aventure. Voilà. Je suis désolé. Ok. Monsieur Cohen, est-ce que ce conseil de paix peut ouvrir la porte à l'adhésion, par exemple, de l'Arabie Saoudite, hein, qui fait partie de ce conseil de paix? Oui. Est-ce que ça peut accélérer cette adhésion aux accords d'Abraham? Pour l'Arabie Saoudite, Oui, l'Arabie Saoudite ou d'autres pays oh, qui mais n'ont pas de toute façon, normalisé encore. non, bien sûr, bien sûr. Bon, l'Arabie Saoudite, elle traîne. Je pensais, moi j'étais presque certain qu'elle l'aurait fait l'année dernière, mais pour des raisons, la guerre de Gaza n'était pas, a mis du temps à finir, etc. Et donc, euh, bon, ça peut faciliter les choses. C'est-à-dire le fait que Israël va participer en même temps avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays, comme le Qatar, dans ce Conseil de paix. Mais vous savez, c'est une question d'opportunité. Je pense que, bon, d'abord, il y a une chose, c'est que les Saoudiens collaborent depuis 20 ans avec les Israéliens. Voilà. C'est-à-dire collaborent en matière de sécurité, d'échange de renseignements, de vol. L'espace aérien saoudien, il est ouvert aux avions israéliens, civils et militaires, etc. Il y a un échange d'informations au niveau des renseignements. Donc, mais c'est l'officialisation de cette relation qui pourrait s'accélérer. Mais ça, peut-être ça le fera. Mais c'est sûr, moi je pense que l'Arabie Saoudite, je pense l'avoir dit il y a une semaine ou deux, l'Arabie Saoudite peut-être n'est pas tellement en ce moment, enfin ces derniers mois, assez favorable à l'officialisation d'une relation avec Israël. Voilà. Alors, je pense que le moment ne lui paraît pas. Il y a quelques mois, ce l'était, mais là, bon, peut-être ça changera si jamais la situation à Gaza connaît une amélioration. Encore une fois, il ne faut pas rêver d'une autonomie palestinienne. Mais si la situation à Gaza connaît une amélioration, une stabilité, une amélioration au niveau de la population, de la santé, de l'éducation, etc., à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Je pense que l'Arabie Saoudite, de toutes les façons, elle ne peut pas échapper à cette ça me paraît inéluctable, la normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Reste à savoir le moment qui paraîtra opportun. Voilà. D'accord. Et là, moi, j'avais une question, c'est concernant le Hamas. Qu'en Mmh. est-il? Qu'est-ce qu'il adviendra? On sait qu'il y a eu cette résolution qui a été adoptée, qui normalement doit démilitariser le Hamas. Mais qu'est-ce qu'il adviendra du Hamas aujourd'hui, demain, avec ce conseil de paix qui arrive là? Je pense qu'il sera de plus en plus marginalisé, puisque ce Conseil de paix, il va y avoir, vous savez qu'il va y avoir des soldats qui vont arriver, qui arriveront à un moment donné. Voilà. Donc des soldats envoyés par les. Bon, pour le moment, Israël a opposé un veto sur la présence de soldats turcs et qataris. Bon, elle accepterait des soldats égyptiens, saoudiens, etc., ou marocains.
bon, qui viendrait maintenir l'ordre, entre guillemets, ça veut dire assurer la stabilité, assurer la domination américaine, quoi. Voilà. Et donc, tout à l'heure, j'avais dit que je vois mal le Hamas s'opposer militairement à, à, à ces soldats-là. Voilà. Et donc, je pense qu'ils arriveront à une espèce de modus vivendi où le Hamas, disons, bon, continuera à avoir une petite, comment dire, une certaine capacité militaire, mais je ne crois pas qu'ils garderont leur tunnel, etc. Donc, ils deviendront, à mon avis, une force politique, c'est-à-dire une espèce de parti politique, une organisation politique qui sera probablement associée à l'administration, mais et ils n'auront plus, enfin, jusqu'à présent, ils avaient la haute main sur l'administration de Gaza. C'est-à-dire, ils contrôlaient tout ce qui se passait à Gaza, les universités, les hôpitaux, etc. Mais ça ne sera plus le cas. Voilà. C'est-à-dire, on leur relèvera une bonne partie de son pouvoir, de ses finances, etc., seront, comment dire, retirés. Voilà. Mais il ne disparaîtra pas. Voilà. Ok, bah écoutez, très bien. Merci, Monsieur Cohen. On va clôturer, mais on va parler d'un autre sujet d'actualité. Je suppose que Oui. vous avez, comme On ne vous entend pas. Coupe d'Afrique des Nations. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Il y a eu un moment de silence qui a duré 30 secondes, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous m'entendez là? Là, oui, mais tout à l'heure, vous avez commencé à parler et puis il y a eu une plage de silence. Ok, bah je reprends. Désolé, hein, je ne sais pas ce qui se passe. La connexion est pas terrible ce soir. Donc, Voilà. je disais, est-ce que vous avez entendu parler de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations dans le football Oui, 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 j'ai et, vu les images, oui. et le scandale qui tourne autour de cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, alors il semble, hein, enfin bon, c'est presque évident qu'il y a eu du tripatouillage au niveau de l'arbitrage. Parce que, par exemple, si je me souviens bien, c'était le Nigeria qui était quasiment, qui pouvait presque pas jouer. Non, l'Algérie. C'était un match de l'Algérie. Dès qu'ils touchaient la balle, ils ont eu 7 cartons jaunes en 10 minutes ou 20 minutes. Enfin, on leur a refusé un but. La finale, on aurait refusé un but Non, au l'Algérie, Sénégal. on n'a pas refusé un but, mais il y avait un penalty litigieux dans la surface qui n'avait pas été sifflé. Tout à Bon, fait, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, il semble, d'après ce que. Bon, j'ai essayé d'écouter des informations ici ou là. Bon, malheureusement, enfin, il semble qu'on a arrangé les arbitrages de manière à défavoriser certains pays au profit d'autres. Suivez mon regard. Bon, et donc, voilà, bon, quand on est un pays organisateur, quand on a de l'argent, quand on a les moyens, etc. Et quand, voilà, peut-être il y a certains. Vous savez, les arbitres, c'est le point faible du sport. Enfin, des arrangements de corruption. Voilà, vous savez, enfin, moi j'ai suivi un peu le football enfin, dans ma jeunesse, enfin bon, c'est-à-dire, et c'est vrai que ça a été pendant longtemps, par exemple pendant les compétitions de Coupe d'Europe. Rappelez-vous Bernard Tapie, il disait qu'il pouvait acheter. Bernard Tapie avait été condamné parce qu'il avait payé un arbitre, etc. Et encore, on ne sait pas ce qui. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais c'est humain, c'est-à-dire que voilà, l'arbitre, il est payé, bon, peut-être, je sais pas moi, mettons, il est payé 5 000 euros pour un match de Coupe d'Europe. Si vous lui proposez 30 000 euros et en plus une visite sympathique dans sa chambre d'hôtel,
c'est difficile de résister. Donc, il y a eu le football a toujours eu ce genre de problème. Voilà. Et je parle du football européen. Hein. La Et corruption n'est pas un fléau qui existe simplement en Afrique. voilà, pas du tout, au contraire. Mais il faut voir ce qui se passait en Europe. Mais je vous dis, carrément, on envoyait une prostituée de luxe dans la chambre des arbitres la veille du match. Donc, c'est pas. Et puis le fric, etc. Donc, c'est pas. Ça, bon, aujourd'hui, il y a moins de scandales. Enfin, il y a presque pas peut-être, mais peut-être parce que ça se fait beaucoup plus discrètement. Euh, donc, c'est pas. Là où il y a le pouvoir, là où il y a du fric, on ne peut pas échapper à ce genre à ce genre de choses. Et il semble d'après ce que j'ai vu, enfin d'après les reportages que j'ai entendus, qu'il y a eu, enfin manifestement le match de l'Algérie, quand on distribue 7 cartons jaunes et on refuse un penalty évident, quand on regarde les images, c'est évident, et que la VAR, ça veut dire on refuse d'appliquer la règle qui est élémentaire, qui est connue, enfin qui est appliquée partout, ça veut dire l'arbitre va avoir le ralenti dans un écran de télévision et il décide. On a refusé ça à l'Algérie. Donc, et le Sénégal, la finale, bon, un penalty, disons, généreux, et un but refusé. Et donc, bon, manifestement, euh, je n'ai pas envie de, comment dire, bon, vous avez compris ce que je veux dire, voilà. Donc, Ah mais quand il y c'est a... une finale, monsieur Cohen, c'est une finale qui tourne au fiasco. Oui, c'est évident, mais voilà, bon, euh, oui, c'est vrai que enfin, c'est regrettable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que on a tout fait pour qu'un certain pays gagne et il n'a pas gagné. Et on a les moyens, on a les parce que par exemple, enfin, les arbitres ont nommé des arbitres à la dernière minute, etc. En fonction des, voilà. Enfin bon, c'est sûr que cette CAN ne s'est pas déroulée dans les meilleures conditions possibles. Et d'ailleurs, je crois avoir entendu le président de la FIFA émettre des protestations, peut-être pas très véhémentes parce qu'il est obligé de composer, puis lui aussi, il a envie d'être invité à la Mamounia, etc. Donc, vous savez, à ce niveau-là, il ne faut pas se faire d'illusions. À ce niveau-là, il y a des millions, des dizaines de millions qui sont en jeu, des réputations énormes, enfin d'États, etc. Et le sport, il est l'otage de cette de ces combines, de cette politique, de cette diplomatie. On peut pas il ne faut pas se voiler la face. Le sport, il devient l'otage. Donc, le sport sert, voilà, parce que quand on gagne, eh ben, vous voyez tout ce qu'on Les enjeux politiques dépassent les enjeux sportifs, on est d'accord. bien sûr, mais c'est évident, il faut pas se voiler la face, il ne faut pas croire, il ne faut pas être naïf. Donc Voilà. pensez-vous, monsieur Cohen, pensez-vous que cette CAN aurait dû être gagnée par le Maroc, puisqu'elle a mis les moyens, hein, elle a mis les moyens pour, pour justement acheter la paix sociale. Eh ben, non, pas, je sais pas, c'est pour acheter la paix. Bon, c'est vrai que ça détourne quand même. euh, C'est-à-dire une victoire aurait calmé, aurait réjoui le public marocain pendant 6 mois et lui aurait fait oublier ses malheurs. Voilà, enfin, d'une grande partie de la population. Parce que, bon, la victoire, etc. Mais même si je ne suis pas croyant, mais il y a eu une justice divine. Voilà. C'est-à-dire, la main de. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase de. Comment il s'appelle l'Argentin, là, zut. Maradona? Voilà, Maradona. Il avait appelé ça la main de Dieu. Vous connaissez cette expression? Oui, oui, bien sûr.
Bon, la main de Dieu. Bon, c'est-à-dire, il avait touché avec la main et il a marqué un but. Et quand on lui a posé la question, il a dit c'est la main de Dieu. Bon, eh bien, il y a eu une justice divine immanente, si vous voulez, dans cette finale. C'est-à-dire, on a accordé un pénalty, enfin, on a tout fait pour que le Maroc gagne. On lui a même accordé un pénalty à la 92e minute. Ça veut dire que s'il marquait, c'était fini. Eh bien, il a raté le pénalty. Il a voulu faire une, je ne sais pas comment ça s'appelle Une techniquement parlant. panenka. Voilà. Eh bien, et il a raté. Alors, donc, il y a quand même quelque part une justice immanente qui échappe à l'humain. Ça veut dire l'humain, il peut tout faire pour l'emporter. Et il avait la balle de match, enfin là, il avait la victoire au bout de ses crampons et il a raté enfin, de manière hallucinante. Et donc voilà, il y a une justice quand même. D'accord, Monsieur Cohen, est-ce que le Maroc ne peut être que responsable de sa défaite, puisque au lieu de se concentrer sur le plan footballistique, il s'est concentré sur des serviettes. Comment vous l'expliquez ça? Alors là, cette histoire m'a échappé. Elle vous a échappé? Oui, c'est-à-dire, j'entends parler de serviettes, mais je n'ai pas réussi à savoir de quoi il s'agissait. Alors, je vous explique en deux mots. Donc, lors Oui, de la demi-finale contre le Nigeria, oui, le gardien nigérian avait une serviette qui était à côté de son but. Et à oui, plusieurs reprises, on lui a retiré sa serviette euh, pour la raison qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais en tout cas, les Marocains étaient vraiment concentrés sur cette serviette, derrière la ah bon, cage du gardien. Et en ah bon, finale, oui, il s'avère que cette serviette a de nouveau posé problème, alors que c'était pas la même équipe et pas le même gardien. Et en fait, en fin de match contre le Sénégal, il s'est mis à pleuvoir et le gardien avait besoin de sa serviette pour s'essuyer les mains, le visage et tout ça. oui, Et à plusieurs reprises, des ramasseurs de balles, des joueurs ont pris la serviette et l'ont balancée derrière. Sauf que le gardien, étant donné qu'il avait absolument besoin de cette serviette pour s'essuyer le visage ou les gants, oui, le gardien remplaçant de l'équipe du Sénégal est venu près de la cage et qui tenait la serviette dans les mains en attendant que le gardien titulaire, vienne la récupérer pour s'essuyer. Eh ben, il y avait des ramasseurs de balles et même carrément un joueur s'est mis debout en faisant le garde du corps à surveiller la serviette. Moi, on n'a toujours pas compris pour quelle raison les Marocains ont fait un blocage sur la serviette et malheureusement, je crois que c'est à cause de ça qu'ils ont perdu. Au lieu de se concentrer sur le plan sportif, se sont concentrés sur une serviette qui apparemment les dérangeait. ben, c'est pour ça, parce que quand j'entendais des vidéos de gens qui racontaient ce qui se passait, ils parlaient de serviettes, et moi, je n'arrivais pas mais de quoi ils parlent? Pourquoi ils parlent de serviettes? Et je n'ai pas fait le lien, je ne savais pas du tout. Cette histoire de Alors, il y a serviettes m'a. énormément de vidéos qui circulent et c'est quand même incroyable. On voit, On voit la serviette. bien sûr, on la voit et surtout, on voit plusieurs ramasseurs de balles et même des joueurs venir près du gardien et Bon, essayer et tenter de récupérer cette serviette. Je vous bon enverrai ben, les vidéos, Monsieur Cohen, oui, à envoyez, l'occasion. Et, voilà, envoyez-moi et, cette et, vidéo. et franchement, vous allez être halluciné de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais j'entendais parler, puis je me disais, mais de quoi il parle? Pourquoi il parle de serviettes? Parce que moi, en fait, j'ai pas eu l'occasion de voir ce passage-là. Bon, moi, j'ai pas regardé les matchs, mais j'ai regardé après enfin, quand on montrait par exemple le penalty, etc. Là, je voyais. Mais cette histoire de serviette m'a échappé, alors que les gens parlaient de serviettes et je ne savais pas à quoi ils faisaient allusion. Voilà. Voilà. Bon. Est-ce que c'est une question Oui. de superstition? De, de superstition. Oui. Je, je, je pense que bon, le régime marocain a mis énormément, enfin, il a misé énormément sur cette canne. Voilà. Parce qu'une victoire aurait été, enfin, je veux dire, le régime en aurait profité. Euh,
pendant je ne sais pas combien de temps, voilà, le Maroc, comme si. Et c'est ça aussi le truc du sport, c'est que on mène le peuple, euh, parce que bon, pour la majorité du peuple marocain qui a des problèmes de logement, de transport, d'éducation, etc., bon, une victoire à la Coupe du Monde, enfin à la CAN, ça importe peu, mais c'est comme ça, voilà. Et donc le régime marocain a beaucoup misé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est permis probablement certaines, disons, certains arrangements, voilà. Bon. Donc il a tout fait pour, sportivement parlant, moi je suis incapable de juger, mais je pense quand même que le Maroc dispose d'une très bonne équipe, parce que dans la Coupe du Monde, et là on ne peut pas dire que le Maroc pouvait bénéficier d'arrangements. Il est arrivé, je crois, en quart de finale ou en demi-finale, non? Oui, en Et demi-finale, oui, effectivement. voilà. Donc, quand même, c'est pas rien. Je crois que c'est la première équipe africaine qui a atteint ce niveau-là. Et donc, le Maroc a montré qu'il est classé huitième, je crois, de la FIFA. Donc, c'est quand même, enfin, c'est impressionnant. Donc, il n'est pas, on peut pas dire qu'il a usurpé mais peut-être qu'il a voulu trop faire et donc peut-être créer un état de tension tel. À mon avis, l'échec du penalty en finale, ça peut venir de là. Ça veut dire qu'il y a une telle pression sur les joueurs et tout que le gars a perdu quelque chose enfin, a raté quelque chose vraiment d'évident. Mais alors que sportivement parlant, je pense que le Maroc aurait très bien pu gagner. Enfin, en tout cas, il avait toutes les chances de gagner sans recourir à toutes ces choses-là. D'ailleurs, il y avait une image qui m'avait frappé. Il y avait le frère du roi qui devait remettre la coupe au Sénégal. Et Oui, il l'a fait vraiment de manière comme s'il, enfin, comme il se disait, enfin, vraiment à reculons, voilà, à reculons. il n'a pas respecté le protocole. C'était normalement lui qui devait remettre la coupe. Voilà, donc en fait, vraiment, je pense que le régime marocain lui-même, je dis le régime, hein, parce que il s'est mis trop de pression, il a mis le pays sous une forte pression, et je pense que ça lui a finalement, en fin de compte, ça lui a desservi, parce que il aurait pu, enfin, il était vraiment un des grands favoris, et il aurait pu gagner sans recourir à à de telles mesquineries ou à de tels arrangements, parce que là, ça reste quand même, ça restera dans les annales, hein. Voilà. Effectivement, surtout que ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas gagné cette coupe et 20 ans qu'il n'avait pas atteint la finale de Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais ce qu'il a montré dans ces derniers, comme pour la Coupe du Monde, etc., demi-finale, c'est quand même pas. Donc, il aurait pu gagner, enfin, il avait toutes les chances en tout cas de l'emporter, mais vraiment, sportivement parlant, en ne s'occupant pas d'arrangements avec les arbitres, etc. Et donc, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que la commission d'arbitrage, elle a été vachement influencée, hein. Et donc, voilà, je pense que, ou bien cette hystérie autour de la serviette, j'en sais rien. Donc, en fait, le régime marocain s'est créé trop de. Bon, parce qu'il tenait. Enfin, il paraît que le marché noir, les gens payaient je ne sais pas combien pour assister au match. Enfin, Effectivement, mais il y a eu beaucoup de problématiques aussi par rapport à la billetterie voilà, et dans le marché noir, il y a même des billets qui se vendaient à hauteur de 300 euros. oui, oui. Donc, le pays a été placé dans une hystérie incroyable. Voilà. Moi, des fois, je regardais parce que j'ai pas mal comment dire, d'amis, qu'on peut dire ça comme ça, ou de correspondants sur Facebook qui sont marocains. Et c'est des fois, c'est presque insoutenable, quoi. Euh, je veux dire, quand on allait sur leur page, il y a que du foot. Enfin, je veux dire, comme s'il n'y avait rien d'autre qui existait pendant 3 semaines ou deux Ah oui, semaines. oui, Enfin, oui. c'est juste hallucinant. Non, ils sont rentrés dans une espèce de transe.
Comme si c'était une question, comme s'ils étaient en guerre, quoi, Existentiel. quasiment. Voilà, existentielle. Alors que bon, c'est quand même, voilà, Ça reste du football. c'est du foot, et puis, voilà. Bon, ils vont s'en relever, je pense. Monsieur Cohen, on va clôturer. Alors, juste une petite phrase pour terminer. On avait connu le Marocco Gate. On connaîtra aujourd'hui, dorénavant, le Serviette Gate. Bon, ben, j'attends de voir les vidéos. J'ai l'eau à la bouche avec cette histoire de serviette, parce que ça m'embête un peu de me retrouver, comment dire, un peu dans l'ignorance totale d'une chose aussi évidente, enfin, aussi grandiose et aussi grotesque. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous enverrai ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, un grand merci à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bonsoir à tous. Bonne soirée. Ciao. Les amis, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Pour celles et ceux qui ont pris le live en cours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Altitude pour revoir l'intégralité de l'entretien hebdomadaire avec Jacob Cohen. On a parlé pendant 3/4 d'heure, 1 heure à peu près, surtout de cette situation concernant le Conseil de paix, les perspectives d'avenir pour Gaza. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et pour celles et ceux qui veulent faire un petit geste pour soutenir la chaîne, vous avez le petit lien en bas. Excellente soirée à tous. Je remercie tous celles et ceux qui ont partagé, tapoté sur TikTok. Que la paix soit sur vous. À vendredi prochain. Salam alaikum.